Ah, gna, 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 c'est un mensonge, les inégalités salariales. Hey, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va très bien. Je suis trop contente de revenir. Mais on va pas parler de mon absence. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau concept. Il se passe plein de trucs dans l'actualité et je peux clairement pas parler de tout. Non pas que je n'ai pas un avis sur tout, parce que si, mais tout simplement que cet avis parfois se base sur pas grand chose de plus que du simple ressenti, ou alors que j'ai la sensation de ne pas être la personne la plus adaptée pour en parler. Et surtout, si je me mettais à parler de tout ce qui me touchait de près, de loin dans l'actualité, j'aurais encore moins de temps, ce qui veut dire encore moins de vidéos, et sachant que mon nombre de vidéos des derniers mois est déjà pas très élevé, je vois même pas comment ce serait possible. Mais vous commencez à le savoir, j'adore parler, l'actualité c'est important pour moi, et en parler, c'est un bon moyen selon moi de discuter et de débattre sans que je passe des heures en amont à faire des recherches, à scripter, à me questionner indéfiniment. Non pas que ce format va disparaître, mais la création du format que vous êtes en train de regarder, que j'ai nommé Société, c'est un bon moyen de discuter d'actualité pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, le temps de déguster un thé en parlant de société, et j'espère que ça va vous plaire. C'est très stressant de commencer un nouveau format, puisque c'est un format qui se veut répétitif, j'ai jamais fait ça, j'espère que ça vous plaira. Soyez gentils, pensez à aimer ma vidéo, laissez un commentaire et la partager si ça peut intéresser d'autres personnes. C'est parti, on commence. Et là je peux pas trop lâcher mon thé, du coup l'applaudissement on va pas le faire, mais par contre... Et on commence tout de suite avec un premier sujet super fun. Vous allez voir, j'ai prévu plein de blagues. Donc voilà, j'y ai travaillé quand même. En septembre dernier, le ministre de l'Agriculture, il a réaffirmé l'interdiction d'utiliser pour des denrées alimentaires végétales des dénominations qui évoquent des denrées alimentaires qui viennent d'animaux. Donc en gros, il n'y a plus le droit de dire steak végétal, saucisse végétale, nuggets végétal, ça, interdit. Ça fait peut-être un moment que vous en avez entendu parler parce que c'est prévu depuis un moment, mais ça a été confirmé, officialisé, etc. en septembre. Et les raisons évoquées, ce sont le besoin de transparence et de loyauté. Alors forcément, j'ai lu ça et je suis un peu restée étonnée devant mon écran en me disant qu'est-ce que ça veut dire le besoin de transparence et de loyauté, et est-ce que les steaks végétaux sont vraiment le sujet prioritaire là-dessus dans l'industrie agroalimentaire? Je sais pas. Déjà, je suis un peu étonnée, pour ne pas dire outrée, que quiconque puisse penser qu'il y a déjà un jour une personne qui est arrivée au supermarché, a acheté un steak végétal en se disant « je vais manger un bon steak de bœuf ce soir ». Et puis, misère, quand il est rentré chez lui et a ouvert le paquet, s'est dit « Oh non, il n'y aura pas de vache dans mon assiette ce soir ». Non mais juste, je me pose la question, hein. Est-ce que vous avez déjà acheté des fruits de mer en pensant que vous alliez croquer dans une banane sous-marine? Est-ce que vous avez commandé un pied de biche en vous disant que vous alliez découvrir une nouvelle viande? Ou alors est-ce que quand vous avez la chair de poule, vous avez envie de déguster votre bras? Bref, j'arrête avec ces exemples qui partent de plus en plus dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris l'idée, c'est un peu, beaucoup, du grand n'importe quoi selon moi. Et en fait, ce que je comprendrais pas, c'est que à chaque fois qu'on débat de ces sujets, sur les réseaux sociaux, dans les médias ou quoi que ce soit, le premier argument qui est ramené, les deux premiers arguments à vrai dire, c'est que de toute façon, les steaks végétaux, les substrats végétaux, etc., c'est que des produits ultra transformés. Et en plus, les végétariens, ils peuvent tellement pas se passer de viande qu'ils ont besoin de manger des trucs qui ressemblent à de la viande. Alors, c'est des débats très intéressants. Peut-être, certes, admettons, pourquoi pas. On peut en discuter, mais juste, ce n'est pas le sujet ici, en fait. Le sujet, c'est pourquoi on met tant d'importance sur juste le nom d'un produit qui a priori est quand même très clair, en le justifiant par un besoin de transparence et de loyauté. Par contre, si une marque que je ne citerai pas fait une pub dans laquelle il y a un bébé qui danse dans le ventre de sa mère parce que sa mère mange un steak de bœuf, là il n'y a pas de problème de transparence. Non, non, mais vraiment, ça arrive vraiment. Et puis, est-ce que je dois rappeler de quelle industrie vient le scandale de la viande de cheval ? C'est vrai que l'industrie agroalimentaire est super réputée pour être hyper transparente, pour ses conditions d'élevage, la vie dans un abattoir, bref. Mais juste, vraiment, les steaks végétaux, ça pose un problème de transparence. En fait, c'est juste que ça m'énerve parce que j'ai vraiment l'impression que juste, il y a du lobbying derrière. Mais aujourd'hui, on sait que le système alimentaire, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre globales, avec 58% qui vient de produits d'origine animale, et la moitié du bœuf et de l'agneau en gros. Donc oui, il y a un sujet sur le fait de réduire la viande, et oui, tous les moyens sont bons pour y arriver, sans mentir, bien entendu. Mais est-ce que écrire steak végétal en énorme,
c'est mentir à quiconque. Je pense pas. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que le but, c'est juste de dire si on enlevait tous les moyens bons pour que les gens réduisent d'un tout petit peu leur quantité de viande. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le sentiment que j'ai en voyant ça. Et surtout, s'il vous plaît, le secteur agroalimentaire, du coup, c'est un secteur qui a besoin de beaucoup de changements. Donc si on pouvait laisser du temps au ministre pour des choses intéressantes et des choses qui valent le coup en plus. Parce que juste, pour ajouter du contexte, cette loi qui passe, c'est une loi qui passe qu'en France. Donc en Europe, il n'y a aucun autre pays qui a mis cette règle. Sauf qu'on vit dans l'Union Européenne, donc il y a des histoires de libre-échange, etc. Donc si une tranche d'épaisseur de 1 cm fait de lentilles, qu'on ne peut plus appeler steak, végétales, est fabriquée dans un autre pays que la France, puis vendue en France, bah elle pourra s'appeler steak végétal. Par contre, si le même produit est fabriqué en France, pas possible. Est-ce que ça va pas juste encourager des marques à délocaliser leur production ? Peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment aberrant. Enfin, déjà, interrogeons-nous de pourquoi on est les seules personnes à vouloir mettre cette règle. Enfin bref, j'ai du mal à trouver une justification qui se justifie. Lol. Bref, passons à la suite. Vous l'avez peut-être vu passer, enfin, en vrai je dis ça, mais vu que les médias avaient l'air de plutôt vouloir parler des punaises de lit, c'est même pas sûr, mais il y a un peu plus de 40 jours maintenant, une dizaine de militants écologistes ont entamé une grève de la faim pour protester contre le projet d'autoroute de l'A69. Et plus récemment, le 9 octobre dernier, il y a 3 d'entre eux qui ont entamé une grève de la soif. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais c'est clairement se mettre en danger de mort, hein. Déjà, personnellement, j'avoue avoir du mal à tenir une matinée sans manger, alors sans manger pendant 40 jours puis sans boire. Voilà, je vais pas boire en fait, c'est par respect. Quand j'ai vu ça, je me suis posé plein de questions, forcément, comme toujours. Aujourd'hui, j'ai pas envie forcément de parler de l'impact, de l'intérêt, ou plutôt de l'absence totale d'intérêt de cette autoroute. Il y a des scientifiques et notamment des auteurs du GIEC, dont Valérie Masson-Delmotte, qui le feront et qui l'ont fait bien mieux que moi. C'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt que ça pose des questions, puisque ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où on a une telle absence de dialogue entre le gouvernement et les personnes dans la société de manière générale, puisque là c'est pour un projet écologique, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui se retrouve dans toutes les sphères, que ce soit pour des combats pour plus de justice sociale, etc. ces derniers temps. Il n'y a plus de dialogue, à tel point que des gens se disent que la meilleure solution, selon eux, c'est de mettre leur vie en danger. Et forcément, je trouve que ça fait beaucoup d'interrogations, parce que vivre dans une démocratie où il faut se mettre en danger pour pouvoir discuter, c'est pas trop une société dans laquelle j'ai envie de vivre, quoi. Pour vous donner un peu de contexte, il a finalement fallu qu'il y ait un des grévistes en grève de la soif qui fasse un malaise pour qu'il y ait une réunion des élus qui soit planifiée. Et en fait, ce qui est un peu choquant, c'est qu'on a quand même attendu plus de 40 jours et finalement qu'un des grévistes fasse un malaise pour qu'une réunion avec les élus soit planifiée. Bon, réunion qui en plus au final n'aura eu aucun effet, mais quand même. Du coup, ça pose un peu la question de est-ce que d'un côté, on doit s'habituer à souffrir pour espérer que quelque chose change pour la planète, ça change, mais bon, au final, rien n'a changé en plus. Ou alors, vu que rien ne change, est-ce que vaut pas mieux au moins privilégier son petit confort et on verra plus tard pour les problèmes? C'est un peu la dualité à laquelle on fait face là. J'ai pas de réponse miracle, malheureusement, et je pense même pas qu'il y en ait une, mais c'est plutôt un sentiment aujourd'hui que tous les trucs pacifiques qu'on a l'habitude de faire, les manifestations, les appels, les pétitions, ça ne fonctionne absolument pas. Et même une grève de la faim et de la soif, en fait, ça interpelle et c'est tout. Et le problème dans tout ça, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il y a un énorme risque que les gens ne veulent plus se mobiliser, tout simplement parce qu'ils n'ont plus aucun espoir qu'il se passe quoi que ce soit, ce qui, je pense, est un sentiment qui peut être 100% légitime, mais également parce que juste t'as pas forcément envie de te mettre en danger, que t'as peut-être une vie à côté, que t'as pas envie de risquer, etc., en sachant qu'à la fin, même si tu la risques, t'es pas sûr de réussir à faire quoi que ce soit, c'est normal. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que si on réfléchit un petit peu, c'est qu'on ne cesse de se battre non pas pour que la situation s'améliore, mais pour éviter qu'elle s'empire. On se bat en fait pour que la situation elle reste comme maintenant. Et en fait ça fait un peu écho à un livre que j'ai lu récemment qui est Sortir de notre impuissance politique de Geoffroy de La Gazenerie, dans lequel il dit « Lorsqu'un gouvernement avance un projet et que nous nous mobilisons contre, s'il recule, alors nous appelons victoire, ce qui est le maintien d'une situation que nous critiquions auparavant. » Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que c'est exactement ce qu'on fait. Aujourd'hui, on se bat pour éviter que la situation elle soit pire. C'est exactement le cas des retraites. On se bat pas pour réduire l'âge de départ à la retraite, pour améliorer les conditions des retraités, etc. On fait des manifestations pour éviter de reculer l'âge de la retraite. Et si jamais le gouvernement avait cédé, on se serait dit super, on a gagné, alors qu'on n'a rien gagné. On n'a juste pas perdu. Et c'est très différent. Et le problème dans tout ça, c'est que du coup, on se bat pas pour gagner quoi que ce soit, on se bat pour ne pas perdre. Et même quand on est prêt à souffrir, à risquer sa vie pour ne pas perdre, on perd quand même. Donc c'est pas ultra réjouissant. Et là, c'est vraiment un problème où juste, c'est un peu une discussion ouverte et je me demande un peu
qu'est-ce qu'on doit faire. Ça pose les questions sur le pacifisme, sur les actions violentes, non violentes, l'engagement, la société de manière générale, et il n'y a pas de réponse. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'autoroute en elle-même, c'est une aberration, mais ça fait un moment qu'elle est prévue, et malheureusement, même si j'aimerais tellement que ça s'arrête, Clément Beaune, qui est le ministre des Transports, a dit Qui ferait tout pour que le projet arrive au bout. Donc c'est même pas ça, c'est plutôt les questions que ça soulève sur mais c'est quoi la prochaine étape? Parce que là c'est une autoroute, mais quand on continuera de financer les énergies fossiles, quand on continuera de juste détruire la planète et que c'est la vie de tout le monde qu'on mettra en danger, comment on va faire pour alerter? Comment on va faire pour faire changer les choses? Voilà, c'était pas très fun. Donc on va passer au sujet suivant. Bon, au début, quand je préparais cette vidéo, j'étais là, j'avais pris des notes, je regardais ce que j'avais écrit les dernières semaines, voire les derniers mois, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai prévu de faire ce format de vidéo. Et je me disais, waouh, ça va être une vidéo qui va être super fun, l'actualité c'est trop génial. Et c'est pas du tout comme si les derniers jours il y avait eu que des actualités horribles en plus. Et finalement, j'ai un peu réfléchi et j'ai changé le dernier sujet que je vais aborder là. Parce que j'ai pas envie non plus que ce soit des vidéos qui sont déprimantes, c'est des vidéos où le but c'est un peu de discuter, de donner mon avis et d'entendre le vôtre, enfin de lire le vôtre si jamais vous souhaitez participer dans les commentaires. Mais c'est clairement pas de créer une dépression profonde à tous les gens qui me regardent. J'espère que ça va. Je suis avec vous et wouh, haut les cœurs. Donc là on va plus parler de grève de la faim, d'agglomérats végétaux, d'écologie, on va parler de prix Nobel de l'économie. Puisque grâce à la newsletter Les Glorieuses, à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'ai appris que cette année, le prix Nobel de l'économie a été donné à Claudia Goldin. Wouh, wouh. Vous savez pas qui c'est? Moi non plus je savais pas qui c'était. Wouh, wouh. Mais alors pourquoi j'en parle? C'est une femme et en plus c'est la première femme qui a été récompensée d'un prix Nobel de l'économie seule. C'est à noter, mais c'est pas du tout pour ça que je vais en parler. Elle a reçu ce prix Nobel, je cite, pour avoir fait progresser notre compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail. Forcément, ça m'a intéressée. Pourquoi? Parce que si vous remontez un petit peu dans mes vidéos, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet du féminisme, d'égalité, hommes-femmes, etc., etc. Et il y a un sujet qu'on a tendance à me rabâcher régulièrement, qui est les inégalités salariales. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'on en parle un tout petit peu, il y a toute une troupe de personnes qui arrivent, qui ne vous connaissent pas, ni d'Ève ni d'Adam, qui ne vous suivent pas, qui n'ont jamais regardé vos vidéos et qui vous disent « Ah gna gna gna, c'est un mensonge, les inégalités salariales, regardez la vidéo du Raptor dissident, il l'a dit, ne croyez pas ce qu'on vous dit ». Ouais, j'adore imiter les gens, je les imagine derrière l'écran là, je suis pas contente, ma vie est trop nulle, oui. Tout ça pour dire que je ne connaissais absolument pas le travail de cet économiste, mais que ça m'a forcément un peu titillé l'esprit et je me suis dit que j'allais faire 2-3 recherches pour vous en parler rapidement, sachant que c'est pas une vidéo sur les inégalités salariales encore une fois, et que peut-être que je me renseignerai plus pour en faire une vidéo dédiée. Mais là, c'est pas le cas, c'est juste les prémices de l'information. Donc globalement, elle a sorti un ouvrage récemment qui s'appelle Career and Family, Women's Century-Long Journey Toward Equity. Accent dégueulasse. Dans laquelle elle va aborder ce qu'on appelle le greedy work, ou aussi plus communément appelé, en gros la traduction, c'est le travail cupide. Qu'est-ce que c'est? Bah, je me suis aussi posé la question parce que j'en avais jamais entendu parler. C'est l'idée selon laquelle si tu travailles un plus grand nombre d'heures que quelqu'un qui n'a pas forcément le même contrôle sur ses heures, tu vas être payé disproportionnellement plus, mais non pas juste pour tes heures supplémentaires, ce qui ça est normal, mais par taux horaire. Donc c'est-à-dire que sur les heures que tu travailles similairement à la personne qui fait le même travail que toi, tu vas être plus payé. Et c'est un concept assez intéressant parce que bizarrement, qui sont les personnes qui ont la possibilité de travailler plus en termes d'heures? Souvent, ce sont les hommes. Donc, j'ai pas eu le temps de tout comprendre, de tout chercher, etc. Mais je trouve que c'est un concept assez intéressant parce que j'en avais jamais entendu parler et que, bon, il y a plein de raisons qui s'expliquent pour les inégalités salariales, etc. Mais souvent, on trouve pas ce qui justifie les derniers points ou alors s'il y a des débats interminables, etc. Donc j'ai un peu envie de me plonger là-dedans. Je me dis que ça peut être intéressant et elle a l'air d'avoir une manière de le présenter qui semble très pertinente, très stylée puisqu'elle a gagné le prix Nobel de l'économie. Il faut le rappeler. Juste, j'ai l'impression que c'est une femme qui nous donne beaucoup de clés de compréhension sur ces enjeux et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc autant s'en féliciter. Pour terminer, sur un thème un peu différent, parce que cette vidéo on parle d'actualité et on a parlé de sujets plus ou moins fun, mais je trouve que c'est aussi un peu dans le thème de parler de culture, parce que vous savez j'aime bien faire mes bilans culturels, et là ça fait un moment que j'en ai pas fait, et je me suis dit que les vidéos société de temps en temps c'était aussi un bon moyen de
proposer des sorties ciné du moment, des animés, des livres qui sortent, etc. Un peu dans l'air du temps. Comme ça, si vous voulez faire une petite sortie suite à cette vidéo, vous me dites ce que vous en pensez, etc. Ça peut être soit quelque chose que j'ai vu, soit quelque chose qui me fait envie, et on échange aussi autour de ça. Donc là, globalement, j'ai envie de vous conseiller 2 films que j'ai été voir récemment et que j'ai trouvé absolument incroyables. Le premier, c'est La Palme d'Or, Anatomie d'une chute. C'est la première fois de ma vie que je vois une Palme d'Or. Voilà, j'ai pas une culture cinématographique très développée, encore une fois. Et c'était incroyable. Je vais pas vous faire le synopsis, c'est pas du tout l'intérêt de cette vidéo, mais en gros on suit un procès et je trouve que la manière dont ça a été tourné c'était très fort. Et l'actrice principale, qui est une actrice que je connaissais pas du tout, je sais pas à quel point elle est connue ou non, mais elle incarne son rôle à la perfection. Et vous savez, c'est le genre de personnage un peu gris, on sait pas si on l'aime bien, si on le déteste, s'il est bizarre, s'il est gentil, s'il est drôle, s'il est détestable. Et j'aime bien, je trouve que c'est des personnages qui sont très forts et les acteurs ou actrices derrière, n'en parlons même pas. Et je trouve que tout le film, c'est un peu ça. Mais je trouve que c'est un film qui change de ce qu'on a l'habitude de voir et j'invite tous les gens à le voir. En plus, vous pourrez un peu briller en société en disant que vous avez vu ce film. Vous connaîtrez peut-être mieux que moi le nom des acteurs parce que j'avoue, je les ai tous oubliés. Mais très bon film. Et le deuxième film français également, c'est Tony en famille, qui est le film dans lequel joue Camille Cotin, qui est une femme que j'adore, je trouve très stylée. Et c'est l'histoire d'une mère qui a 5 enfants, je crois, et qui veut en gros reprendre ses études. Ça, c'est la version très courte de l'histoire. Et c'est hyper émouvant. Bon, tu sors de là, tu te dis, qui a envie d'avoir 5 enfants? Grand bien vous fasse si c'est votre cas, mais c'est fatigant, hein. Franchement, rien que de voir le film, je suis ressortie en étant épuisée. Donc, mais je trouve que ça traite de sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hyper bien, vraiment, pareil, je vous invite à le voir. On peut donc conclure cette vidéo. C'est vraiment un test, ce format. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir d'autres épisodes? D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a des moments, il y a des sujets d'actualité que vous aimeriez que j'aborde ou quoi, à m'envoyer un petit message sur Instagram ou autre. C'est un test, aussi bien sur le format que sur la manière que j'ai de le présenter. Donc n'hésitez pas à me dire des choses sur le fond, la forme. Si c'était nul et que tout le monde déteste, je le referai pas et je pleurerai dans mon lit ce soir en me disant super le retour sur YouTube. J'espère vous dire à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Là, je crois qu'on est sur des bonnes bases, mais je ne promets rien. Merci.